Depuis les temps anciens, les gens ont cherché des frères intelligents dans l'univers. Sur les peintures rupestres du néolithique, un même motif apparaît souvent. Des créatures à tête énorme émergent d'un objet sphérique. Ces fantasmes des artistes primitifs créaient des récits étranges. Et la question se pose, aurait-il pu voir des humanoïdes ? Peut-être que ces images sont le fruit des mains, des tentacules ou des manipulateurs d'une autre forme d'intelligence. Les questions concernant la météorite de Tunguska, l'attaque d'une pierre cosmique ou le crash d'un vaisseau extraterrestre demeurent d'actualité. En janvier 2007, quelque chose d'étrange s'est produit dans la forêt sibérienne. Des êtres vivants, selon les témoins, ressentaient l'approche d'un voyageur cosmique vers la Terre, qui nous observe depuis le ciel. Les civilisations extraterrestres souhaitent-elles engager un dialogue ? Il existe des révélations de contactés qui affirment que vous êtes déjà en train de décoller et que vous partez. Cependant, le retour peut ne pas être garanti. Dans ce contexte, les mystères de la boucle de Samara émergent. Qui vit dans le réservoir de la Volga ? Pourquoi les dieux de feu et les soucoupes volantes suivent-ils le même itinéraire ? Parmi les récits des témoins, il est difficile de trouver une compagnie où il n'y aurait pas au moins une personne qui n'aurait pas vu de ses propres yeux cette créature. Il existe même des conseils de sécurité en cas de rencontre avec un ovni. Dans les montagnes de Gigouli, comme le prétendent les habitants, les souhaits se réalisent. Et un ancien rituel fonctionne encore aujourd'hui. Il est intéressant de voir à quoi ressemblent les fers météoritiques. Un jour, une coupure de journal est tombée entre les mains de Vyacheslav Klimov, membre du groupe Cosmopoïsk de Moscou. Le 10 janvier 2007, vers 10h du soir, les habitants de la région de l'Altaï ont observé une vive lueur dans le ciel. Un corps sphérique lumineux se déplaçait sur une trajectoire parabolique de Barnaoul à Rubtsovsk. Il semble que des ovnis soient réapparus dans le ciel au-dessus de la Sibérie. En 6 mois, plusieurs expéditions de recherche ont été organisées sur le lieu de la chute de cette mystérieuse boule de feu. Vyacheslav s'apprêtait à parler avec un participant de la dernière expédition. Les habitants de la Sibérie orientale observent souvent des phénomènes inexplicables dans le ciel, et divers objets lumineux se rencontrent partout dans ces contrées. Cette fois-ci, le corps céleste se comportait de manière étrange. L'histoire de la météorite de Tunguska s'est-elle répétée ? Le 30 juin 1908, un objet lumineux avec une longue queue de feu est apparu dans le ciel au-dessus de la Sibérie. À 7h17, heure locale, une explosion a retenti dans le bassin de la rivière Podkamenaya, Tunguska. Des témoins, se trouvant à 300 km du lieu de la chute du météorite, ont été frappés par l'incroyable silence qui a perduré pendant 8 heures après l'explosion. Au cours d'un siècle, de nombreuses expéditions n'ont pas réussi à trouver dans la zone de chute du météorite de Tunguska des restes de matière cosmique, ce qui permet d'émettre l'hypothèse d'un crash d'un vaisseau extraterrestre dans la taïga sibérienne. En se rendant en Altaï, Vyacheslav était convaincu qu'il lui faudrait rechercher le lieu du crash d'un ovni. Le 4e mai, le groupe est arrivé dans le village de Kayushka, dans la région de l'Altaï. Les habitants, témoins d'un phénomène étrange, ont raconté qu'un jour avant l'apparition de l'objet non identifié, les gens avaient ressenti une anxiété inexplicable. Les animaux domestiques se comportaient également de manière étrange. Dans la zone de chute où ils volaient, les chiens étaient agités. Vyacheslav Klimov partage ses observations. Les êtres vivants ressentaient l'approche d'un certain voyageur cosmique vers la Terre. Vers 10h du soir, le ciel a été illuminé par un éclat lumineux et les gens sont sortis dans la rue. Une sphère lumineuse se rapprochait rapidement de la Terre. Environ à 22h18, un bruit assourdissant a retenti. Le fort bruit et l'éclat lumineux étaient comparables à l'éclair d'un court-circuit d'une ligne de haute tension. Après l'explosion, la sphère a changé de trajectoire et a commencé à descendre, traînant derrière elle une queue noire de fumée. L'OVNI s'était-il écrasé ? Cependant, les chercheurs ont commencé à douter et ont émis une version inattendue. La Terre avait de nouveau été attaquée par un gros météorite. Lorsque les gens décrivaient le vol de la sphère lumineuse, ils notaient que cela pouvait être un météorite, compte tenu de sa trajectoire rectiligne et du bruit de l'impact.
Pour vérifier la théorie de la chute de la boule de feu, les chercheurs ont commencé à déterminer son emplacement. Pendant une semaine, des stalkers ont exploré la taïga et enfin, le 10 mai, ils ont atteint le village de Razdolnoye. Dans un rayon de 10 km autour de celui-ci, des fragments de fer météoritiques ont été découverts. Sur le site de la chute de ces débris, des traces d'impact laissées par eux ont été trouvées. Les éclats du météorite s'étaient dispersés sur une grande surface et le corps, pesant environ 450 kg, était principalement composé de matériaux en fer et en pierre et de tektite. Cet endroit est considéré comme le lieu de la chute du météorite de Tunguska. À environ 500 km d'ici, le bolide de Vitim a été observé. Il est intéressant de noter que cette région attire l'attention des chercheurs de phénomènes anormaux. Les boules de feu et les bolides ne sont pas rares dans la région de l'Altaï. Les habitants les observent chaque année. Parfois, des fragments de fer météoritique sont confondus avec des pierres ordinaires. Il y a eu des cas où de grosses pierres ont été trouvées dans les champs et utilisées pour écraser le chou. Et plus tard, il s'est avéré que ce étaient des météorites. Comment distinguer une pierre ordinaire d'un voyageur cosmique? Il s'avère que si l'on approche un compas, l'aiguille commence à dévier, tandis qu'un aimant ordinaire adhère à un éclat de météorite. Certains endroits sur Terre attirent également des ovnis et des météorites. Même les satellites artificiels passant au-dessus de la Sibérie orientale dévient de leur orbite prévue, ce qui indique la présence de points biologiques particuliers sur la planète. Si l'on accepte l'hypothèse que la Terre est un être vivant, on peut supposer que les chutes de météorites ne se produisent pas de manière aléatoire dans des endroits spécifiques. Sur la carte, des zones où se produisent des phénomènes anormaux sont marquées, et les statistiques montrent que cela se produit le plus souvent dans les montagnes et les zones de failles géologiques. L'épicentre de l'explosion de Tunguska, le triangle d'Emba dans la région de Perm, la crête de Medveditskaya dans la région de Volgograd, la courbure de la rivière Volga près de Samara, 47 km de la route de Yaroslavl près de Moscou, les montagnes de Crimée, Toman, les montagnes près de Sochi, les Saïans, Kapustin Yar, l'Altaï et le triangle de Sereodvinsk. Tous ces endroits sont considérés comme de puissantes zones biologiquement actives où la probabilité d'observer des ovnis est élevée. Les recherches se poursuivent. Par exemple, il y a 3 ans, Tatiana Makarova, responsable de la commission ufologique de Togliatti et membre actif de la Société géographique russe, rentrait chez elle après son service à l'usine automobile de Volga. Vers minuit, en attendant le bus, elle remarqua un objet étrange suspendu dans les airs au-dessus d'un immeuble. Tatiana se souvient, c'était un disque parfaitement net et dense, d'un diamètre d'environ 15 mètres. Il brillait et restait immobile, complètement silencieux. Pendant qu'elle observait l'objet avec fascination, une voiture s'est arrêtée à l'arrêt, qui s'est soudainement éteinte. Le conducteur ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé à sa voiture. Pendant quelques minutes, Tatiana observa le disque, puis il disparut, et au même moment, la voiture redémarra d'elle-même. La femme a décrit tous les détails de l'objet volant non identifié, qui, selon elle, ressemblait à un vaisseau spatial. Les ufologues appellent ces ovnis technogènes, supposant qu'ils sont des créations d'une autre intelligence. Ce fait amène à penser que ces objets possèdent des caractéristiques qui ne sont même pas encore accessibles à une technologie suffisamment développée. Dans la région de l'usine automobile de Volga, des soucoupes volantes sont souvent observées, et parfois plusieurs personnes deviennent témoins en même temps. Les hallucinations massives qui se produisent ici avec une régularité enviable ont offert aux chercheurs une occasion unique de calculer la trajectoire de vol des ovnis de Togliatti qui se déplacent depuis les montagnes de Digouli au-dessus du territoire de l'usine. Plusieurs minoïdes sur le côté laissent un complexe chimique, et ainsi, ils s'éloignent vers l'usine Koibush-Faso. La conclusion que les chercheurs ont tirée peut être qualifiée de sensationnelle. Les objets volants non identifiés attirent de grandes entreprises industrielles de Togliatti, choisissant précisément de tels énormes objets. Nikolai Goryunov, membre de la commission ufologique de Togliatti, note que les ovnis s'intéressent particulièrement aux centrales électriques, en particulier aux centrales nucléaires.
Ces objets ont été remarqués à plusieurs reprises et les bases attirent également leur attention. Au cours de 15 années d'observation, les ufologues locaux ont établi un calendrier des vols d'OVNI et il s'est avéré que les soucoupes volantes ont plusieurs itinéraires. Le point de croisement des trajectoires des OVNI se trouve à Samarskaya Luka, au-dessus de l'aquaculture du réservoir de Volga. En analysant les itinéraires des objets lumineux, les ufologues de Togliatti ont supposé que les ovnis technogènes avaient besoin d'énergie. Les ovnis volent le long de certaines routes, pratiquement régulièrement, comme des avions, et, selon eux, ils servent le long des champs énergétiques. Un jour, lors d'une partie de pêche, Vladimir Kovalev, responsable d'un projet de tourisme ésotérique extrême, d'aventure et de santé, a rencontré un ovni face à face. Il naviguait avec un ami dans un bateau à moteur lorsque, au milieu du réservoir de Volga, une sphère lumineuse est apparue dans le ciel. Vladimir décrit: on voit que c'est des nuages, et cette chose est en dessous des nuages. Il est difficile de déterminer la hauteur, mais environ 300 mètres. Il continue: voilà qu'elle émerge, et elle a comme un halo. Voilà un clic, et notre moteur tombe en panne. C'est-à-dire que voilà, il s'est arrêté, le vent s'est levé, le bateau a commencé à dériver vers les rochers. Nous avons essayé sans succès de redémarrer le moteur, tandis que ses ailes se déployaient et flottaient juste au-dessus de nous. Des faisceaux d'énergie sortaient d'elle, oui, de la sphère lumineuse. Et nous n'arrivions pas, le moteur ne démarrait pas. Pas de plaisir, un clic, ces faisceaux sont entrés à l'intérieur. Juste à ce moment-là, le moteur a fait un à-coup et a redémarré. Et nous avons filé à pleine puissance loin d'eux. Vladimir partage ses impressions. Maintenant, vous voyez ces images sur l'écran du moniteur. J'ai agrandi l'image. Le long du fuselage, on voit clairement des hublots éclairés de l'intérieur. Mais faut-il faire confiance à ses yeux? Presque tous les témoins ayant observé des ovnis décrivent une lumière étrange qui, au sens littéral, effleure la terre. Beaucoup éprouvent de la panique, des frissons parcourent leur peau. Les témoins supposent qu'il ne s'agit pas de projecteurs, mais de substances incompréhensibles et intelligentes étudiant notre planète. Un habitant de la région de Samara, Nicolas Goryunov, se souvient depuis son enfance de l'étrange lueur d'un ovni. Dans son village natal de Volchko-Pekersk, les garçons observaient des vieilles étoiles. Et soudain, l'un d'eux s'est écrié « Regardez, regardez !» Du côté nord du ciel, un énorme globe blanc est soudainement apparu, d'un diamètre à peu près égal à celui de la Lune, d'où s'est dégagé un immense faisceau de lumière blanche. Cette lumière ne ressemblait pas à un projecteur ordinaire. Le faisceau a tracé l'horizon, puis s'est rétracté à l'intérieur du globe. En parlant de la nature des ovnis, les chercheurs notent qu'ils peuvent se manifester de manière très étrange, peuvent se déplacer ou flotter dans les airs. Il est possible que les tentacules lumineux des ovnis explorent notre planète et de tels phénomènes peuvent être qualifiés de contacts préliminaires avec une intelligence extraterrestre. Cependant, tout au long de l'histoire de l'étude des ovnis, il n'y a eu aucun contact qui se soit produit à l'initiative de l'homme. Les conditions du jeu sont toujours dictées par les extraterrestres, ce qui suscite de l'inquiétude. Récemment, des ufologues de Togliatti ont été contactés par une femme qui a raconté que son fils de 6 ans avait été à bord d'une soucoupe volante. Le garçon se trouvait dans sa chambre et après un certain temps, ses parents ont ressenti une inquiétude et sont entrés dans la chambre. Mais l'enfant n'était pas là. Les parents, effrayés, ont fouillé tout l'appartement, mais le garçon n'était nulle part. Les fenêtres et les portes étaient fermées lorsque, depuis le couloir, la voix du garçon s'est fait entendre. Il a raconté qu'il s'était retrouvé dans une pièce et soudain un faisceau de lumière y est entré. Ce faisceau l'a soulevé et quand on a commencé à l'emporter hors de la chambre, il est devenu doux comme de l'eau et a traversé le ciel. L'enfant a été pris à bord, a été promené et a été ramené dans sa chambre. Le garçon se sentait bien et n'avait même pas peur. Le lendemain, sa mère a emmené son fils chez le médecin. L'examen a montré qu'il n'y avait aucun changement négatif dans l'organisme de l'enfant. Mais la question de savoir pourquoi les extraterrestres avaient enlevé le garçon reste sans réponse. À Togliatti, les cas d'enlèvement de personnes se produisent assez souvent. Selon la compréhension de certains chercheurs,
Le contact est une interaction entre les représentants de deux systèmes intelligents, humains et pas tout à fait humains. Le principal signe de ce contact est l'échange d'informations et non la réception unidirectionnelle de données. Pour devenir un contacteur, des capacités particulières ne sont pas nécessaires. Une intelligence mystérieuse peut choisir les personnes les plus ordinaires. Une infirmière de Togliatti n'a compris qu'à 40 ans qu'elle avait été observée toute sa vie. À l'âge d'environ 40 ans, elle a commencé à avoir des visions et des communications, et elle a reçu une multitude d'informations sur l'organisation du monde et l'histoire des civilisations. La femme a eu peur, pensant qu'elle était devenue folle, mais des examens ont montré que sa santé mentale était en parfait état. Un jour, en s'occupant des tâches ménagères, elle a entendu un terme médical de sa fille, et à ce moment-là, elle a eu une révélation. Elle s'est souvenue que, dans son enfance, lorsqu'elle avait 3 ans, elle avait été à bord d'un vaisseau spatial. Cet ovni avait une forme discale et une couleur métallique cuivrée. Depuis l'enlèvement, elle a commencé à se percevoir comme une adulte, voire une personne âgée. Un an plus tard, cette aventure s'est effacée de sa mémoire, et ce n'est qu'à 40 ans que le contact a repris. La femme a commencé à voir des objets que la personne ordinaire ne pourrait pas discerner. Un test de son champ de vision a montré qu'il était élargi vers l'ultraviolet de 30%, ce qui lui permettait de voir comme une abeille. L'incident dans le village de Sosnovi Solonets a également marqué l'histoire de l'ufologie. Les habitants du village ont observé une boule de feu rouge et ont même communiqué avec elle. Par une chaude soirée d'été, plusieurs villageois se rassemblaient près du magasin lorsque, à proximité, une énorme boule de feu rouge d'un diamètre d'environ 1,50 m est apparue. Les gens, pris de peur, se sont dispersés, tandis que la vendeuse, les mains tremblantes de terreur, essayait de fermer la porte du magasin. Elle a laissé tomber la clé et n'a pas pu la retrouver dans l'obscurité. À ce moment-là, un fin rayon de lumière s'est tendu depuis la boule, indiquant l'endroit où se trouvait la clé. C'était en fait un indice. La femme a pris la clé, a fermé la serrure et ce n'est qu'alors qu'elle est rentrée chez elle. On avait l'impression que l'OVNI agissait de manière intelligente. Qui contrôlait la boule rouge? Une énergie intelligente des esprits de la nature ou des extraterrestres? Dans ces régions, il existe une croyance selon laquelle les boules rouges sont la déesse redoutable Crémet. Peut-être que les habitants expliquaient les phénomènes anormaux à leur manière. Crémet est une créature, une divinité qui vole et brille, et il n'est pas donné à tout le monde de la voir. Yuri Rochevski, chercheur à l'Institut d'écologie du bassin de la Volga de l'Académie des sciences de Russie, a noté que cette créature est plutôt sévère par nature. Les habitants vénéraient Crémet près des arbres sacrés, laissant des offrandes, des bonbons, des biscuits, des fruits. Dans le cas contraire, comme ils le croyaient, Crémet pouvait toucher une personne et lui infliger une maladie. Dans le village de Makshansky-Bakilova, il y a encore des gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, souffert de cette mystérieuse divinité. Ici, des paralysies se produisent souvent, touchant parfois seulement les bras. Les tchouvaches vivant à Krasnaya Luka appellent les boules de feu rouges, Eifsi, tandis que la population russe les nomme Liatoni. Les deux peuples croient que ces sphères ont une origine diabolique. Un chasseur a raconté comment sa main a été endommagée au contact d'un Eifsem, c'est-à-dire d'un Liaton. Une rencontre avec un Liaton était considérée comme un mauvais présage, et les étincelles s'échappant de la boule de feu laissaient de graves brûlures sur la peau. La question de savoir si un ovni peut causer de tels dommages à la santé reste ouverte. Comment se comporter lors d'une rencontre avec un objet non identifié? Dans ces lieux, beaucoup ont des histoires à raconter. Une habitante de Togliatti ayant observé un ovni pendant seulement quelques minutes a failli perdre la peau de ses mains. Lorsque la femme a été amenée à l'hôpital, les médecins ont simplement haussé les épaules et ont hésité à faire des prévisions. Elle se souvient avoir vu par la fenêtre un ovni qui ressemblait à un feu d'artifice, un disque blanc scintillé, répandant des étincelles autour de lui. Dans un état de choc et d'euphorie, elle a tendu les mains vers lui, s'exclamant « Prenez-moi ». 2 jours plus tard, la peau de ses mains a commencé à se décoller par plaques. Après cet incident, les ufologues de Togliatti ont élaboré des consignes de sécurité pour l'observation des ovnis. Tout d'abord, il ne faut pas attirer l'attention.
ne pas signaler avec une lampe de poche et ne pas agiter les bras. Il vaut mieux trouver un abri sûr et observer prudemment le comportement de l'objet. Les objets anormaux sont suffisamment énergétiquement actifs, allant d'une radiation accrue à une exposition accrue aux rayons ultraviolets. Cela peut entraîner une conjonctivité ou une maladie des radiations. Il ne faut donc pas regarder un objet non identifié trop longtemps et trop intensément. L'observation est préférable par de courts regards, en détournant périodiquement les yeux ou en utilisant des lunettes de protection. Si vous découvrez un lieu d'atterrissage, il vaut mieux ne pas y entrer sans des combinaisons de protection. L'intérieur d'un ovni a la particularité de laisser une radiation sur l'endroit où il a été. Par conséquent, il convient de respecter les mêmes mesures de sécurité. Entrer sur cette zone seulement pour une courte durée avec des objectifs clairs. Par exemple, pour prélever un échantillon de sol ou d'herbe et quitter rapidement cet endroit. Les habitants ont laissé de nombreuses légendes sur des dieux volants, des boules lumineuses et des personnes étranges habitant la boucle de Samara. En explorant ces légendes, on peut les comparer aux récits de témoins oculaires. Au Moyen-Âge, les montagnes de Djigouli étaient appelées Devi. Les légendes disent que dans les montagnes vivaient de puissantes sorcières amazones, qui, dans la mythologie grecque, étaient des femmes guerrières vivant séparément des hommes. Selon les légendes, les Amazones vivaient sur les rives les plus lointaines de la mer Noire, et leur capitale était la ville de Fémixiro. Dès leur enfance, les Amazones étaient formées à manier la lance, l'épée, à lancer des javelots et à être des cavalières habiles. L'existence des Amazones a été confirmée par des découvertes archéologiques. En 1972, près de la ville d'Arjanikids, une sépulture d'une famille de chefs a été découverte, où des armes se trouvaient près d'une femme, tandis qu'un enfant était allongé sur le bras d'un homme. Jusqu'à présent, des témoins rencontrent dans les forêts des figures fantomatiques, et après cela, Enleo apparaît dans le ciel. Le printemps dernier, des étudiants de l'université de Volgograd sont partis en expédition vers la boucle de Samara. Arrivés au petit endroit de Kamenaya Chacha, ils ont monté un campement. À ce moment-là, j'étais dans la clairière d'El Goucha, où, au milieu de la forêt, se trouvait une grande prairie assez plate. Assise près du feu, une femme remarqua qu'une procession s'approchait d'elle. En regardant de plus près, elle comprit que ce n'était pas des humains, mais quelque chose de clairement à quatre pattes. Pendant quelques secondes, elle se détourna pour ajouter des bûches au feu. Quand elle regarda à nouveau en direction de la forêt, les figures mystérieuses avaient disparu. Peut-être s'agissait-il d'une illusion provoquée par l'excitation. Mais quand, à 11h40, elle vit dans le ciel un objet qui n'était ni une étoile, ni un avion, ni un scooter, elle ne fut plus surprise. L'objet s'éleva silencieusement et disparut bientôt de sa vue. Le lendemain matin, de retour au campement, elle apprit que d'autres avaient également vu un ovni et leur description correspondait à ses observations. Cela la convainquit qu'elle n'était pas devenue folle. Elle ne pouvait pas expliquer ce que c'était exactement. Dans cette région, les boules lumineuses étaient appelées dragons rouges. Dans l'Antiquité, elles étaient vénérées et apaisées par des sacrifices. Il est difficile de trouver une compagnie dans cet endroit où il n'y aurait pas au moins une personne ayant vu de ses propres yeux cette créature volante. L'intérêt pour les objets volants non identifiés est apparu chez Roman Kalganov dans son enfance, lorsqu'il a vu une boule rouge près de la centrale hydroélectrique. Dans l'un de ses souvenirs, il partage « Une fois, j'ai vu quand nous allions à Fedorovka, ici se trouve le village de Rai. C'était simplement une boule rouge ordinaire qui restait immobile. » Ce spectacle a laissé une grande impression sur le garçon. En entrant à l'institut, Roman a commencé à étudier sérieusement les phénomènes anormaux. Il considère que les légendes et les croyances locales sont la clé pour comprendre les événements modernes. Ce n'est rien d'autre qu'une transmission verbale d'informations qui émergeait d'une série d'événements et d'observations, explique-t-il. De nombreuses légendes décrivent une race technologique ou un sorcier qui possédait des Vimana, des bateaux volants et même des fours atomiques. Sur la base des récits de témoins oculaires et des légendes anciennes, Roman, avec ses amis de l'Institut, a élaboré une carte des zones anormales de la boucle de Samara. Nous devons relier les champs électromagnétiques et les interactions dans les zones anormales, dit-il.
Tous les événements que les témoins ont vus doivent être liés à de fortes radiations électromagnétiques. Roman a entre les mains une carte sur laquelle des symboles rouges marquent les anomalies électromagnétiques, des symboles bleus indiquant les lieux de rencontre avec des ovnis, et des drapeaux jaunes désignent des objets mentionnés dans la mythologie locale. Comme je le vois, ils coïncident pratiquement, remarque-t-il. En juin de l'année dernière, un groupe de bioénergéticiens de Togliatti s'est rendu dans les montagnes de Digouli pour étudier l'énergie de la région. Ils se sont arrêtés sur les rives de la Volga, près d'un tumulus héroïque. Antonina Gribanova, bioénergéticienne, se souvient: une voix intérieure nous a suggéré que nous devions nous lever et nous approcher de cet endroit. En s'approchant de l'eau, tous les 5 ont remarqué qu'un écran se formait sur la surface lisse de la rivière. Nous avons vraiment vu la maîtresse de la Volga, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Mère Volga, raconte Antonina. Ensuite, les images sur l'écran ont changé et ils ont vu une ville qui, selon leurs réflexions, se trouvait sous l'eau. Des petites tours, des arbres verts et une église avec un bulbe en bois, décrit-elle. L'introduction a duré très longtemps. Plus tard, ils ont reçu des informations sur cette ville, indiquant qu'il y avait effectivement des entités de ses habitants qui remontaient à la surface lorsqu'on les appelait. Tous ce sont des habitants de l'ancienne ville qui, à la suite d'une catastrophe, est tombée sous terre, ajoute Antonina. C'était une civilisation qui a autrefois vécu sur cette terre et a créé un réseau de passages interdimensionnels leur permettant de se déplacer dans le temps et dans d'autres mondes. Et ces passages que ces gens avaient préparés pour eux peuvent s'ouvrir n'importe où, conclut-elle. Y a-t-il une part de vérité dans cette hypothèse? Lors de la construction du barrage hydroélectrique de la Volga, le territoire de l'ancienne ville de Stavropol sur la Volga a effectivement été submergé. À sa place, une nouvelle ville est née, Togliatti. La construction de la centrale hydroélectrique a constitué une intervention sérieuse dans la nature. Elena Rojdestvenskaya, directrice du centre d'information touristique de Togliatti, souligne qu'à la suite de cette intervention, des phénomènes anormaux ont commencé à se produire. Il existe une théorie selon laquelle les ovnis apparaissent à la jonction de mondes parallèles. Cela soulève des questions sur quelle civilisation pourrait exister à nos côtés et pourquoi les gens ne peuvent pas voyager vers d'autres mondes. Dans ce contexte, des générateurs de pierres mystérieux sont discutés, qui, selon les rumeurs, pourraient être liés aux ovnis. Il se pose également la question de savoir pourquoi des colonnes de feu apparaissent au-dessus de certaines montagnes, et comment on peut tirer profit des sites de soucoupes volantes. S'il existe des mondes parallèles, cela signifie qu'il y a quelque part des lieux de passage. Après avoir parlé avec Valentina Vassilievna, une habitante de Togliatti, j'ai eu l'impression que les colonnes lumineuses sortant de la Terre représentent des tunnels vers une autre réalité. Valentina, qui a passé toute sa vie à Togliatti, aime venir dans la boucle de Samara. Un jour, tôt le matin, alors qu'elle se trouvait sur les rives de la Volga, elle remarqua un point lumineux, brillant, s'approchant rapidement du sol. Bientôt, ce point se transforma en une grande soucoupe convexe. D'eau de la Volga, un faisceau de lumière s'éleva à la rencontre de cet objet. L'objet entra dans le faisceau, descendit dans l'eau, se mit à l'horizontale et disparut. Dans la boucle de Samara, des colonnes lumineuses sont souvent observées, que les gens appellent les oreilles de chat. Ce sont des formations lumineuses ayant une forme conique et une hauteur d'environ 1,50 m à 2 mètres qui apparaissent sur un terrain plat, comme venant de nulle part. Ces phénomènes sont rapportés par les gardes forestiers de la réserve naturelle de Digouli. Ils expliquent que l'eau s'écoule autour d'énormes masses de terre, créant un circuit électromagnétique qui provoque des distorsions du champ électromagnétique. On peut supposer que des lieux avec une telle géologie attirent les ovnis. Les générateurs, comme toute autre source d'énergie produisant de l'électricité, et dans ce contexte, des phénomènes anormaux sont observés dans la boucle de Samara. La montagne Svetelka, située au centre des montagnes de Zigouli, est considérée comme sacrée. Les géologues affirment qu'un puissant fault tectonique passe sous elle, créant un maximum d'émissions utiles pour le corps humain. Au sommet de la montagne, il reste les ruines d'un ancien site urbain, où, selon les croyances locales, vivaient des sorciers et des magiciens. Selon certaines sources,
C'est là que résidaient des personnes venues de la montagne Kailash au 7e siècle, représentant une civilisation hautement développée. Kailash, montagne sacrée au Tibet, est considérée comme le centre du monde et la demeure des dieux. De ces pentes prenaient naissance 4 grands fleuves, le Gange, l'Inde, le Sutlej et le Brahmapoutre. Selon le mythe indien, le sommet de Kailash s'élève vers les cieux et les pentes sont couvertes d'or, de rubis et de lapis-lazuli. 4 arêtes de la montagne correspondent aux principales directions cardinales et les fissures sur le côté sud ressemblent à une svastika, un symbole bouddhiste de puissance spirituelle. Aujourd'hui, la montagne Svetelka continue d'attirer des gens en quête de pouvoir et de succès. L'homme d'affaires André Bunkov se rend à Svetelka plusieurs fois par an. Après sa première visite, des changements étonnants se sont produits dans sa vie. Il se souvient: je n'ai personnellement rien ressenti ici au début, il semblerait, mais en rentrant chez moi, des miracles ont commencé à se produire avec moi, comme si un ressort comprimé commençait à se détendre. Des connaissances venaient, André ressentait une puissante énergie le remplissant, le guidant dans la vie. Soudain, il remarqua qu'il était capable de lire les pensées. C'était quelque chose de télépathique, difficile à décrire, mais en communiquant avec les gens, il commença à les voir comme à travers. La question se posait: pourquoi André avait-il développé des capacités télépathiques? Peut-être avait-il engagé un dialogue avec une intelligence extraterrestre. Il pense lui-même que ses pensées viennent à nous d'en haut, d'une source inconnue. En un an, son entreprise s'est considérablement développée. La société s'est débarrassée des concurrents, et André lui-même de ses ennemis. Il se souvient: dans les affaires, j'avais un ennemi spécifique, que je détestais profondément, que je considérais comme la cause de nombreux de mes malheurs. Et quand je suis revenu, je l'ai simplement plastifié, et il a disparu de ma vie. André ne sait pas quel est le secret de Svetelka, mais il sent que la montagne possède une énergie puissante, influençant le subconscient et révélant le potentiel intérieur de l'homme. Il existe des hypothèses selon lesquelles les ovnis sont attirés par de telles failles, où d'anciens temples ont souvent été érigés, permettant aux gens de tomber plus facilement dans des états de transe. Peut-être est-ce pourquoi il existe une croyance selon laquelle un souhait formulé à Svetelka se réalisera forcément. Svetelka attire de nombreux éclairs. C'est une énergie capable d'exaucer des souhaits. Pour cela, il faut prendre un petit caillou et le placer dans la pyramide des esprits. La pierre, choisie au pied de Svetelka, doit avoir une forme correcte. En atteignant le sommet, il faut se concentrer et formuler un souhait. Au moment où tout s'assemble, la paume se tourne, la pierre tombe, et elle commence à être influencée par des forces similaires à celles utilisées dans les pratiques chamaniques. Si la pierre est tombée dans la pyramide, le souhait se réalisera bientôt. Si elle a roulé loin, cela signifie que le souhait ne se réalisera pas. Alla et Luzia, des étudiantes, partagent leurs impressions. Luzia raconte que après sa visite à Svetelka, des choses inexplicables ont commencé à se produire dans sa vie. En atteignant le sommet de la montagne, elle a formulé un souhait audacieux, que tout ce que je désire se réalise. Son caillou est tombé directement dans la pyramide. Elle note: si je commence à appuyer sur mes tempes, il est considéré que si tu as des capacités, elles se renforcent. Après cela, mes désirs se réalisaient à tel point que j'étais sous le choc. Dans la ville, des événements étranges ont commencé à se produire autour d'elle. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à rendre à une amie une petite somme d'argent, elle a reçu de la monnaie dans un minibus et, en s'approchant de son amie, elle a desserré sa main, découvrant que la somme était dans ses mains. Il n'y a pas d'explication objective à ce phénomène. Les billets se sont-ils matérialisés? Peut-être que Lucia a établi un contact avec une intelligence extraterrestre. Quoi qu'il en soit, le fait est ça. Après avoir été sur le plus grand site de soucoupe volante, la jeune femme a développé des capacités paranormales. Qu'est-ce qu'un ovni? Des vaisseaux extraterrestres. Une autre forme d'existence ou des habitants de mondes parallèles. Personne ne le sait. Le mystère le plus intrigant du XXIe siècle n'est toujours pas résolu. À Togliatti, on lui a offert un livre de rêve. Et elle a découvert avec étonnement que les ovnis influencent dans notre vie même dans nos rêves.
Le regard d'une soucoupe volante dans le ciel annonce un nouvel événement agréable, un succès dans le surmontement des difficultés ou un mariage avec une personnalité hors du commun.